Nous sommes en mars 2020. Je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis théologien catholique en Belgique. Et en face de moi, il y a Antoine Sabatier qui va se présenter. Alors moi, je suis Antoine Sabatier, j'ai 28 ans. Et donc, j'ai fait 4 ans de théologie à l'Institut catholique de Paris. Et en ce moment, je suis au Centre chrétien d'études juives en deuxième année. Voilà. Voilà. Et le thème de notre débat va porter sur le rapport entre la science et la foi. Ou plutôt, est-ce que la science moderne en particulier, en tout cas ce qui se présente comme tel, doit être regardée toujours avec une espèce de respect absolu, ou est-ce qu'au contraire, il faut développer un sens critique? Et donc là, on va pouvoir élaborer nos positions. D'abord, je dirais, en démarrant, peut-être, c'est moi qui vais faire l'introduction, peut-être de la façon dont l'Église catholique, elle prend le rapport entre science et foi. Et après, Antoine pourra donner ses objections, puisque justement, aux études à la Catho, il a été confronté à un abus probablement de certaines sciences, en tout cas un manque de modestie. Alors, Oui, l'Église catholique, la théologie, elle est très différente de la théologie des protestants évangéliques. Les protestants évangéliques pensent que tout est dans la Bible, un petit peu d'ailleurs comme les musulmans pensent que tout est dans le Coran, et que donc la science et la philosophie, ce sont des sortes d'élucubrations humaines, parce que tout est marqué dans la Bible. L'Église catholique et l'Église orthodoxe ne fonctionnent pas du tout comme ça. Elles disent que la Bible est la révélation tout entière, qui est d'ailleurs pas seulement dans la Bible, mais aussi dans la tradition et dans le magistère, hein, ça passe en tout cas par ces canaux-là, eh bien, elle est faite pour nous révéler le salut. Ça veut dire la question de la sagesse. D'où est-ce que nous venons? Donc nous venons de Dieu. Qui est-ce que nous sommes? Donc nous avons une âme éternelle. Et où est-ce que nous allons? Nous ne sommes pas faits pour cette terre. Nous sommes faits pour la vie éternelle. Et alors avec tous les développements qui sont en rapport avec cette question du salut, donc de la sagesse, du sens profond de la vie. Par contre, pour un catholique, ça n'enlève pas du tout le rôle de l'intelligence. Et donc, pour bien comprendre et pour mieux comprendre ce salut, eh bien, on fait de la philosophie réaliste, évidemment, hein, pas de la philosophie moderne quand on passe son temps avec Kant à réfléchir sur la façon dont on réfléchit, ou en réfléchissant si on réfléchit, des choses comme ça. Non, le réel, l'observation du réel. C'est pourquoi l'Église demande qu'avant de devenir prêtre, on fasse de la philosophie réaliste. Et donc, l'Église fait confiance à la science, mais attention, pas une confiance aveugle, une confiance critique. Ça veut dire que la science peut raconter des bêtises quand le scientifique n'est pas assez humble. Voilà un petit peu les choses. Et donc je crois que, Sébastien, tu voulais commencer peut-être par l'exégèse moderne, que ça t'a vraiment déçu. Ouais, c'est Antoine, pas Sébastien. Oui. On m'appelle souvent Sébastien, ça ressemble à Sabatier, ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est parce que Sébastien, c'est ton nom et c'est Antoine ton prénom. Vas-y, Antoine. Ouais. Alors, exactement. Alors en fait, là, ce qui se passe dans l'exégèse, c'est qu'en gros, ça fait 4-5 siècles qu'on se met à remettre en cause tous les enseignements traditionnels sur les auteurs. Et il y a eu beaucoup de théories proposées ces derniers temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les professeurs de théologie se sont mis à enseigner les hypothèses qu'ils apprenaient et ils les ont pris pour argent comptant, comme si elles étaient véridiques et démontrées. Et on peut voir par exemple pour le Pentateuque, ça a commencé, on va dire, avec Spinoza. On a commencé à remettre en cause l'origine mosaïque du Pentateuque. Et cette hypothèse, ensuite, elle a été reprise, elle a été prolongée par d'autres exégètes. Et ensuite, on ne fait plus que l'enseigner sans jamais la remettre en cause. Aujourd'hui, si on fait un cours d'exégèse ou même un cours biblique, ça va être une évidence pour ceux qui l'enseignent que la Bible ne vient pas le Pentateuque ne vient pas de Moïse. Alors qu'en fait, si on remonte aux premiers arguments qui ont permis de remettre en cause cette identité, c'est des arguments auxquels on peut réellement répondre. C'est pas des arguments décisifs et absolus. C'est vraiment des... Je ne sais pas si on peut prendre le temps de répondre à tous ces arguments dans une vidéo comme ça. Prends-en un, par exemple. Par exemple, le plus connu, ça vient du fait qu'il y aurait 2 récits de création. Il y aurait un premier récit de création dans le chapitre 1 et un deuxième récit de création dans le chapitre 2. Et le fait que dans le premier, Dieu se ferait appeler Elohim et dans le deuxième, ce serait le tétragramme. La conclusion que va faire l'exégèse, c'est donc qu'il y a 2 traditions différentes qu'on a assemblées. Sauf que si on lit ces textes
soit avec les pères de l'Église et les docteurs de l'Église, on comprend que la première création, elle est en principe, donc c'est pas une création effective comme on est aujourd'hui actuellement, c'est une création qui a été faite en principe dans le Verbe, dans le Fils, comme vont dire Augustin, comme vont dire Thomas, comme vont dire d'autres pères de l'Église. Et si on prend la tradition juive, on aura également une autre réponse à ces questions-là. On verra que le mot Elohim, ça désigne un aspect de la divinité, tandis que le tétragramme, il va désigner un autre aspect de la divinité. Et ce n'est pas deux traditions différentes, c'est deux aspects différents de cet enseignement. Et donc ça, par exemple, on peut faire ça sur tous les arguments de la science biblique qui permettent de dire que les auteurs traditionnels ne sont pas les auteurs traditionnels. C'est possible à chaque fois de remettre en cause tous ces enseignements-là. Alors là, par contre, moi, je dirais, Antoine, que ce que tu prends là, peut-être, comme exemple, et l'exemple peut-être qui justement marche, c'est-à-dire que l'exégèse a trouvé quelque chose. Et ce que tu dis n'est pas faux. En fait, voilà comment va conclure la théologie catholique. Elle va dire l'hypothèse qu'il y a 4 sources pour le Pentateuque, Éloïs, Yavis, source Q, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'essentiel, c'est que effectivement, Dieu a mis infailliblement son intelligence pour inspirer les auteurs, quel que soit le moment, la manière dont ça s'est écrit, etc. Et de manière à ce qu'ils sortent exactement ce que tu as dit. Que je dirais, là-dessus, ça ne me gêne pas tellement. Ce qui me gêne le plus, c'est d'autres choses que je vais te raconter, qui sont sorties de cette méthode-là. Par contre, quant à dire que le Pentateuque est entièrement de Moïse, je crois qu'on peut prouver qu'il ne peut pas être entièrement de Moïse pour une raison simple, c'est que la mort de Moïse est racontée et ce qui s'est passé après sa mort. Exactement, mais par exemple, sur ce point-là, la tradition juive a aussi une réponse. C'est-à-dire que dans le Talmud, ils vont bien nous dire que les 6 derniers versets de Deutéronome ont été écrits par Josué. Donc c'est encore un moyen de répondre aux arguments qui disent que sur chaque argument qui permet de dire que ce n'est pas Moïse qui l'a écrit, on a un argument pour répondre que ce n'est pas un argument décisif. Moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, l'exégèse, à partir du moment où elle a trouvé ça, cet exemple qui a été le premier, elle s'est crue une science. Alors qu'en fait, c'est complètement hypothétique. Ça veut dire que, je dirais, c'est construit sur des arguments qui peut-être peuvent convaincre. Moi, je suis d'accord. Effectivement, il y a des textes où on appelle Elohim Dieu, d'autres textes où on l'appelle Yahvé. Pourquoi pas? Mais à partir de là est sorti comme une espèce de certitude d'avoir raison et qui a donné ce que je vais te raconter et qui là va te convaincre complètement. Quand j'étais à la faculté de Strasbourg, je suis arrivé avec des études déjà de théologie et le doyen m'a donc fait passer un examen pour voir si j'avais le niveau. Il m'a demandé, est-ce que l'épître de Saint-Pierre est de Saint-Pierre? Et moi, je lui ai répondu, ben oui, après tout, mais pourquoi pas? C'est ce que disent la tradition, en tout cas, puis comme on n'est pas. Et il se met en colère, il me dit, si vous me mettez ça dans un devoir, je vous mettrai 0 immédiatement. Tout le monde sait que c'est pas de Saint-Pierre, c'est écrit en trop bon grec, et tout le monde sait que Saint-Pierre était, enfin Pierre, il l'appelait Pierre, hein, c'est pas Saint-Pierre, Pierre était un pêcheur de Galilée, donc il peut pas avoir la culture grecque. Et moi, j'ai eu le malheur de lui répondre, mais regardez, à la fin, il y a marqué, et moi, Sylvanès, secrétaire, je vous salue aussi. Il avait un secrétaire, tout simplement, car mis en bon grec. Moi, c'est pas compliqué. Je connaîtrais pas, je voudrais écrire une lettre en hébreu, ben je fais trouver un juif qui va être mon secrétaire et qui va à la fin, mets-moi Moshe, je salue aussi les copains, c'est moi qui ai mis. Enfin, c'était tout simplement ça. Et là, j'ai compris la limite. En fait, finalement, c'est une question de manque d'humilité, certainement, même si tout ne doit pas être rejeté. Je ne ferai pas comme toi, de rejeter tout, y compris cette chose-là, parce qu'il est fort possible effectivement qu'il y ait eu des écrivains qui aient mis en forme les choses. Par contre, là où je vais m'opposer sur le Pentateuque, c'est qu'ils disent « ça a été écrit après l'exil à Babylone ». Je ne dis pas du tout. On voit nettement qu'il y a des sources très anciennes, et je vais t'en démontrer une. Tu te rappelles quand Joseph, dans le livre de la Genèse, reçoit son nom égyptien? Donc, Sephnat Panéa. Sephnat Panéa, c'est un nom qui n'est pas égyptien, ce n'est pas un nom hébreu non plus. Eh bien, on a découvert il y a quelque temps qu'il y a un sanctuaire dédié à un vizir d'un pharaon particulier et dont le nom en égyptien, c'est un sanctuaire en Égypte, hein, un sanctuaire d'un vizir qui a été d'ailleurs canonisé par les Égyptiens anciens. Avec Imhotep, c'est le deuxième, il s'appelle Aménophis, fils d'Apou, mais dans son sanctuaire, ça tombe quoi, il est écrit à l'envers, c'est-à-dire que les hiéroglyphes sont à l'envers. Et quand tu lis à l'envers, ça donne Sephtat Madéa. Il s'appelle Aménophis, fils d'Apou. Donc, il y a eu des sources égyptiennes manifestes qui ont été relevées par des scribes, je ne sais pas lesquels,
qui connaissaient l'égyptien mais qui ont lu à l'envers le nom. Donc manifestement, il y a eu enquête historique avec les erreurs qui sont conjointes. Donc c'est ancien. La source égyptienne est d'après donc Aménophis III, hein, qui aurait eu comme vizir Aménophis, fils d'Apou. C'est le père d'Akhénaton. Akhénaton, tu vois qui c'est, hein, c'est le pharaon qui a inventé le monothéisme et qui est mort, qui n'a pas réussi, hein, en Égypte. Donc manifestement, voilà ce que je dirais. Alors, je pense que avec ce genre d'argument, je pense qu'en fait, c'est les mêmes arguments, mais à l'envers. C'est-à-dire que si on essaie de prouver le texte biblique par des données archéologiques, on se confronte au même problème qu'on n'atteint jamais la certitude. C'est des conjectures, c'est des hypothèses, et on peut vraiment pas, on peut pas être sûr en fait de cette manière. Je pense que l'archéologie a toujours un fossé infranchissable par rapport à la Bible. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais être sûr de prouver ou d'invalider la Bible avec l'archéologie, parce que c'est à ça que ça m'a amené ensuite, qui amène sur les sciences plus dures, c'est que c'est impossible d'interpréter les faits d'une manière certaine. Un fait, c'est un fait brut, et on ne peut jamais avoir une interprétation infaillible sur un fait, en fait. Absolument. D'ailleurs, il y avait un professeur qui me disait, il avait un confrère prêtre qui était passionné d'araignées. Et dans sa cellule, il y avait des araignées partout, mais des boîtes avec des araignées, quoi, des araignées mortes. Et il me disait, si un jour il y avait eu un tremblement de terre qui avait détruit la terre et qu'on avait retrouvé que sa cellule, on penserait que les catholiques adorent des araignées. Oui, voilà, exactement. C'est exactement ce genre de conclusion qu'apportent les faits. C'est qu'on ne peut pas savoir réellement ce qui a engendré un fait. La seule chose qu'on peut faire, c'est constater un fait. Et c'est pour ça que sur la partie plus scientifique, si on sort par exemple des sciences bibliques, on ne peut jamais valider ou invalider une théorie à partir de faits. Alors que dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que quand on dit que quelque chose est scientifiquement prouvé, c'est la vérité, c'est absolu. Alors qu'en réalité, un fait ne peut jamais prouver une théorie. Il peut au mieux la corroborer, la rendre plus probable, mais il y a toujours un fossé infranchissable entre une théorie et les faits qui sont censés la prouver. Alors moi, je n'irai pas jusqu'à là en disant toujours, je dirais surtout pour les sciences molles, la paléontologie par exemple, etc., mais on prendra des exemples. Par contre, on doit admettre que pour des sciences dures, tu vois, des sciences dures style la physique, même si on élabore des modèles, par exemple l'atome au début, quand on l'a découvert, on le représentait comme un petit système solaire. Maintenant, on sait très bien avec la théorie quantique que ce sont des champs d'énergie qui ont en même temps des propriétés corpusculaires. N'empêche que même si ce sont des modèles, eh bien, plus on approche de la réalité de ce qui se passe dans les faits, et plus notre modèle est valide. Par exemple, pour la théorie moderne, avec la relativité d'Einstein et puis la théorie quantique, on peut dire qu'elle est contrée uniquement par deux faits. Justement, c'est là qui montre que quand même on s'approche, c'est mieux que les théories d'il y a 100 ans. À savoir que les galaxies immenses qu'on regarde, en fonction de la gravitation qui explique leur forme, hein, eh bien, il manque 95% de la matière. D'où la fameuse matière noire, c'est ça? Voilà, et c'est problématique parce qu'elle n'est pas une matière corpusculaire, puisque sinon on verrait forcément, tu sais, les étoiles qui sont à un moment donné obscurcies par des corps sombres. Non, c'est autre chose. Alors on cherche des particules et on ne sait pas. C'est incroyable, 95% de la matière est inconnue. Et pourtant, elle émet de la gravitation, à moins qu'on soit trompé. Donc voilà. Moi, c'est ce que je pense. Hein. C'est possible. C'est possible que ce soit la trace de l'autre monde. Tu sais, pourquoi pas? L'autre monde, Antoine, il existe. Peut-être que, on ne sait rien, hein, mais je dis ça comme ça en l'air. C'est une hypothèse. Je vais plus loin que ça, moi, en fait, là-dedans. C'est que je remets même en cause la validité de la gravité et des choses comme ça. C'est-à-dire que quand on a découvert la gravité, en gros, c'est Newton. Newton, il a dit quantifier la gravité, mais je ne m'exprime pas sur sa nature. C'est-à-dire que je vais la rendre quantifiable pour pouvoir la calculer, mais je ne m'exprime pas sur sa nature. Je pense que toute la science moderne a quantifié des forces pour les calculer, pour s'en servir, pour faire des résultats pratiques, mais qu'en réalité, elle n'a aucune info sur la nature de ces forces. C'est vrai. La gravité, on ne sait pas ce que c'est. Tu as raison. Je suis tout à fait d'accord. Certains ont imaginé des particules comme des gravitons, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà, et je pense que tout ça, du coup, c'est vraiment que de l'hypothèse. Et je remets même en cause toutes les conclusions qu'on a fait là-dessus. Par exemple, tu vois, le Big Bang, les choses comme ça.
parce qu'il y a une autre donnée qui me permet de remettre en cause toute cette science, c'est que la science moderne part d'un a priori pour s'assurer une certaine certitude, c'est que le temps est continu d'une manière quantitative et que l'espace est continu d'une manière quantitative également. Alors qu'il est tout à fait possible de penser que le temps et l'espace sont qualitatifs, c'est-à-dire qu'ils ne s'écoulent pas de la même manière tout le temps. Et donc que les lois physiques peuvent changer en fonction du temps. Tu vois, je te prends un exemple très simple. Je vois bien ce que tu veux dire, Antoine, mais attends, je vais te répondre. Ouais. Justement, dans la méthode scientifique, ce qu'on ne peut pas nier, hein, sauf évidemment pour les petits scientifiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cette méthode-là, ce que tu dis là, on est capable de le regarder avec humilité. La science, elle a gardé cette méthode qu'avait prônée Aristote, à savoir, notre maître, c'est le réel. Et donc, si tu peux élaborer une théorie qui va mieux rendre compte du réel, cette théorie, tôt ou tard, va s'imposer. Tu vois, c'est pour ça que l'Église, elle admire la méthode scientifique, même si elle déplore parfois l'orgueil de certains scientifiques qui bloquent les choses, comme par exemple l'affaire Semmelweis, tu te rappelles, ce médecin qui en 1864 a découvert que l'asepsie, c'est-à-dire qu'il fallait se laver les mains et qu'on évitait des infections. Non, je n'étais pas au courant de cette histoire. C'est un médecin qui a découvert ça, qui a été moqué, ridiculisé, etc. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert statistiquement les faits, mais pas la cause. Il ne savait pas que ça venait des microbes, puisque les microbes ont été découverts 20 ans plus tard. Donc, je dirais pour la gravitation, c'est pareil. On ne peut pas nier que la science a découvert les faits, il est là. Mais tu as raison, il faut être objectif, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas découvert la cause. Voilà. Il faut avoir l'intelligence de le dire. Eh bien, les scientifiques seraient d'accord avec toi. Mais attention, pas au point de pousser la critique jusqu'à mépriser la science, hein, parce que les faits, il est là, on le voit bien. Il y a une gravitation, c'est clair. Je méprise pas du tout la science, mais du coup, je vais mépriser ce qui va en être fait ensuite. C'est-à-dire qu'on va très souvent voir qu'entre le savoir réel des scientifiques et ce qui est enseigné au grand public, il y a un monde. C'est-à-dire qu'on va présenter toutes ces choses-là au grand public comme si c'était des vérités absolues, comme si on en était sûr. Et surtout, on ne va pas du tout prendre le temps de les nuancer et même de toujours présenter ça comme hypothèse. Tu prends par exemple le Big Bang aujourd'hui, la plupart de nos contemporains, ils y croient comme si c'était une vérité sûre et absolue, éprouvée et démontrée. Alors qu'en fait, ça reste encore une fois une hypothèse. Et ça ne peut pas dépasser le statut de l'hypothèse en réalité. Par la méthode scientifique, on ne peut pas dépasser le statut de l'hypothèse. Par contre, par la méthode philosophique, pourquoi on ne peut pas dépasser l'hypothèse par la méthode scientifique? Parce que le Big Bang s'est produit avant le mur de Planck. Comme la science ne croit que dans ce qu'elle a calculé, le mur de Planck, c'est la concentration du monde qui est tellement grande, tellement puissante que les équations explosent. C'est des milliards de degrés, parce que tout le monde, si le Big Bang a raison, tiendrait dans la taille d'une tête d'atome. Hein. Bon, voilà. Mais par contre, en philosophie, je crois qu'on peut peut-être aller plus loin. Tu vois pourquoi? Parce que les faits actuels, le monde en extension, les galaxies qui s'éloignent les unes des autres, effectivement, si on revient vers le passé, vu des lois comme par exemple tout corps lancé dans l'espace sans qu'il y ait de gravitation qui vient changer sa route, continue en ligne droite, eh bien, tout cela permet de remonter, peut-être, effectivement, ça marche, à une gigantesque explosion au départ. Le seul problème, c'est que, là où tu as raison, c'est qu'il y a un deuxième aspect que la science n'arrive pas à expliquer, c'est que ce Big Bang devrait se ralentir. Or, il s'accélère. C'est le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle la force noire. Après la matière noire, c'est la force noire. Ce qui montre bien que les scientifiques, humblement, les vrais scientifiques vont dire bah, peut-être que mon modèle va un jour complètement être changé, et donc on garde l'humilité. Mais pour le moment, le modèle du Big Bang est le plus valable. Mais ce n'est qu'un modèle. S'il y avait cette humilité-là, est-ce que toi tu serais content, Antoine? Est-ce que tu accepterais la science? Moi, j'aimerais beaucoup, mais en réalité, je ne la constate pas. Parce qu'en réalité, la plupart des hypothèses scientifiques, des théories scientifiques, si on les regarde bien, elles dépassent rarement les 50 ans. Au bout de 50 ans, elles sont remises en cause et on prend un nouveau modèle. Et à chaque fois, on a l'impression que le nouveau modèle, c'est celui qui est vrai, et c'est comme ça qu'il va être présenté au grand public. Le grand public a toujours l'impression que les enseignements scientifiques sont vrais, prouvés, et on ne les remet pas en cause. D'où, Antoine, cette philosophie réaliste qui dit « Notre connaissance de notre tête ne pourra jamais épuiser le réel, qui est gigantesque, mais comme on y tend, on a le droit de poser des modèles qui vont évoluer. » Et à ce moment-là, on retrouve la paix.
vais te donner un autre exemple, si tu veux, on peut sortir de la physique fondamentale avec la paléontologie, puisque tu voulais en parler. Oui, justement. Ouais. Donc l'histoire d'Adam et Ève, etc., ça c'est de la théologie. Hein. Bon, mais regarde, c'est très net. J'ai eu l'autre jour une discussion avec un scientifique, tu sais, qui s'appelle un zététicien, c'est-à-dire qui rigole de tout ce qui est spirituel dans les données, en particulier des religions. Et alors, on s'est mis à parler de quand est-ce que t'as apparu l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est-à-dire nous, capables donc de dépasser le sensible immédiat, ou le sensible dans la journée, quoi, et de penser à des choses immenses comme par exemple le sens de la vie, tel qu'il sera après la mort, etc. Ce qu'un animal ne peut pas faire. Et donc, je lui dis, regarde, l'homme de Néandertal, il y a 100 ans, les hommes, pour des théories qui étaient celles de l'époque, hein, le représentaient comme une grosse brute poilue, tu sais, musclée, qui attrapait sa femelle par les cheveux, un coup de gourdin, et il allait le féconder dans la grotte, et après, elle faisait le ménage. C'est encore comme ça qu'on le voit dans l'imaginaire collectif. Hein. La plupart de nos contemporains l'imaginent encore comme ça. Eh bien ça, c'est évidemment quelque chose d'abusif, puisque même un singe ne fait pas ça. Un singe respecte sa femelle. Résultat, actuellement, parce que le politiquement correct a changé, et que finalement nous sommes une espèce parmi les autres, on a découvert il y a à peu près 3 ans de ça, tu verras sur Internet, pour la première fois, ce qu'ils appellent une œuvre d'art d'un homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, hein, je rappelle, c'est pas nous, on est l'homo sapiens sapiens, l'homme de Néandertal, c'est les hommes des glaces, quoi, qui vivaient en Europe, en Afrique, au Proche-Orient à l'époque de la grande glaciation. Et alors, tu sais ce que c'est que cette œuvre d'art? C'est ça, regarde, je te montre, il y a un trait, à peu près cette forme-là qui est gravée sur une pierre d'une grotte, croisée par un autre trait comme ça. Voilà, une sorte de croix tordue. Et tu avais tous les paléontologues qui s'exaltaient en disant « C'est donc, pour la première fois, on a démontré une œuvre d'art abstraite, c'est du Chagall, c'est du Picasso. » L'homme de Néandertal faisait de l'art, sa culture était gigantesque, etc. Et il s'extasiait. Et je t'assure, hein, je ne mens pas, va chercher les articles, tu verras. Eh bien, c'est ça que j'appelle le ridicule des experts et de la science. Parce que, qu'est-ce qu'on en sait? C'est la première fois qu'on trouve ça. C'est peut-être simplement qu'il a frotté un endroit, puis un autre endroit comme ça pour, je sais pas, casser une noix. Puis de toute façon, ils avaient des galets qui taillaient grossièrement, hein, puisque on voit bien dans les outils. Mais la spiritualité, c'est pas comme ça qu'on la démontre. On la démontre par des tombes organisées pour la survie, après la mort. Ou alors des beaux-arts. Des arts gratuits, mais pas seulement pour se décorer, parce qu'un singe peut faire ça, hein, pour paraître beau à sa femelle. Non, un art sacré. Et ça, je suis désolé, quand on regarde, je le disais, quand on regarde les hommes de Néandertal avant l'arrivée de nous, Homo sapiens sapiens, ben, il y a 3 exemples vagues d'un gars qui est tombé dans un trou et on pourrait dire il y a eu des fleurs parce qu'il y a du pollen, mais peut-être que simplement il avait fait son nid, comme font les chimpanzés avec des branches. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là qu'il faut garder un sens critique, pas excessivement critique. Hein. Si dans 3 ans, on tombe sur des vraies tombes de Néandertal datant de 100 000 ans avant Jésus-Christ, donc avant notre arrivée avec vraiment, tu sais, organisé, enfin, c'est fantastique, ben je dirais plus ça. Mais on doit être capable de l'humilité, quoi. Justement, moi, je la fais l'hypercritique vis-à-vis de ça, parce que je pense que les datations elles-mêmes, elles sont faussées, en fait. Je pense que les datations, elles partent encore une fois d'un a priori, c'est que l'espace et le temps sont homogènes, c'est-à-dire que les choses se déroulent dans le temps exactement comme elles se déroulent aujourd'hui. C'est-à-dire que pour faire une datation, on va se servir, je ne sais pas, de la radiométrie, par exemple, des choses comme ça, le carbone 14 et tout ça, mais on va partir d'un a priori que ça s'est écoulé d'une manière uniforme dans le temps. Et ça, pour moi, c'est un pur a priori. Je ne suis pas du tout sûr que le temps soit écoulé de la même manière toujours et tout le temps. Ce qui fait que quand on va me dire c'était il y a 100 000 ans, bah, pour moi, on fait un abus d'hypothèse, parce que je n'ai aucun moyen de savoir si les choses ont vieilli de la même manière il y a 100 000 ans, il y a 50 000 ans. En réalité, c'est un pur a priori de dire que le temps est continu. Tu vois ce que je veux dire ou pas là? Je vois très bien, mais je ne te suis pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si on faisait des datations uniquement par effectivement les éléments infinitésimaux, donc la radioactivité, je pourrais dire effectivement rien n'empêche qu'à un moment donné, je sais pas, il y a eu un rayonnement cosmique qui fait que tout est modifié et que la radioactivité des éléments, par exemple le carbone 14, est changée. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'il y a une trentaine de voies qui se rejoignent pour dater. Il n'y a pas seulement
par exemple, le radiocarbone pour les éléments plus récents. Il n'y a pas seulement la radioactivité des éléments plus anciens pour d'autres choses plus anciennes. Il y a aussi les couches géologiques qu'on va regarder avec prudence. On sait très bien qu'il peut y avoir un raz-de-marée qui bouleverse tout. Mais les couches géologiques sont là, et quand tout se rejoint pour donner à peu près les mêmes dates, eh bien, je dis qu'à un moment donné, on atteint quand même une quasi-certitude, même si on doit rester hypothétique, je t'ai dit. Ça reste vraiment, à mes yeux, ça reste vraiment de l'hypothèse, parce que même les couches géologiques, elles vont être aussi basées sur un pur a priori qui est la constante des lois physiques. C'est-à-dire qu'on va considérer que les lois physiques ont été constantes à travers le temps. Et donc, on ne considère pas qu'elles sont constantes. Par exemple, le dépôt des sédiments, on admet que ça peut quelquefois varier avec le vent, la température, etc. Le problème n'est pas là. Par exemple, la disparition des dinosaures, 65 millions avant maintenant, donc 65 millions, peut-être tu peux mettre en doute. Par contre, complètement, oui. Le fait qu'il n'y ait pas de dinosaures au-dessus d'une couche manifeste, nette, qui fait 3 cm d'épaisseur et qui est pleine d'iridium, dans le monde entier, ça c'est factuel. Voilà, ça on ne peut pas le remettre en cause, puisqu'on n'en trouve pas. Oui, bien sûr, mais si jamais tu prends, par exemple, je te prends encore une fois la tradition juive. La tradition juive va nous dire que lors du déluge, on s'en fout que ce soit vrai, c'est pas la question. Lors du déluge, toutes les lois physiques ont été changées. Ce qui fait que nous, quand on dit les dinosaures il y a 65 millions d'années, si ça se trouve, c'était dans un temps où les lois physiques étaient complètement différentes des nôtres. Et qu'en réalité, ce qui, pour nous, aujourd'hui, a l'air d'avoir fait 65 millions d'années, en réalité, n'en a fait que 200 000 ou 300 000. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, je pense que dans ce domaine-là, vraiment, en l'occurrence, la révélation ne peut pas parler. Il faut laisser la science se prononcer. Donc, je dirais, ça peut nous éclairer, mais ce que disent là certains savants juifs, certains théologiens juifs, à savoir que les lois du monde elles-mêmes auraient radicalement changé. Je suis d'accord, je dis pas qu'il faut le prendre comme si c'était une vérité, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible. C'est possible que les lois physiques changent. On n'en sait rien en fait si les lois sont universelles. On ne sait pas si les lois physiques ont été les mêmes au début du monde, et on ne sait pas non plus si elles sont les mêmes à l'autre bout du monde. Si ça se trouve sur une autre galaxie. À ce moment-là, c'est à la science de le déterminer. C'est pas du tout à une hypothèse théologique. Bien sûr. Mais justement, la science ne peut pas toucher à ces choses-là. La science ne sait pas si le temps est constant, ne sait pas si l'espace est le même partout, mais elle part du principe que oui, pour avoir une certaine base crédible, pour donner une certaine crédibilité à ces hypothèses. Parce que si le temps change, et si en fonction de l'espace, les lois physiques changent également, toutes ces théories peuvent être remises en cause. Je te dirais qu'au niveau de la science qui s'appelle la relativité, il est admis que le temps est dépendant de la vitesse du corps qui s'éloigne de toi ou qui s'approche de toi. L'espace même varie. Mais tu vois, ça fonctionne à un niveau qui n'est pas celui je dirais, des couches géologiques. C'est un autre niveau. C'est le niveau des astres ou alors de l'infiniment petit. Au niveau de notre observation à nous, on peut peut-être poser cette hypothèse-là, mais pour le moment, je dirais, non, à notre niveau à nous, le temps s'écoule, il s'écoule, et il peut être mesuré effectivement en années, tout simplement parce que le soleil se lève. Le soleil, évidemment, à un moment donné, la Terre tournait plus vite, d'accord, donc les jours étaient plus courts, mais ça, on en tient compte. Les savants savent en tenir compte, le ralentissement. Sous ce rapport-là, tu vois, il faut bien... Donc, tout n'est pas faux en science, il ne faut pas tout remettre en cause. Oui, non, bien sûr, je dis pas que c'est faux, je dis que vraiment, c'est que de l'hypothétique, en fait. Et si on prend conscience de ces données-là, on prend conscience que c'est beaucoup d'hypothèses faites sur d'autres hypothèses et qu'il n'y a pas beaucoup de certitudes. Tu vois, pour moi, les dinosaures, par exemple, c'est vraiment très hypothétique en réalité. Quand on prend la peine d'étudier ces dossiers-là, on peut voir, pour ceux qui connaissent, par exemple, tu prends l'iguanodon. Si tu vois l'iguanodon, comment on se le représente dans les années 50, comment on se le représente aujourd'hui, on voit même pas le même animal. Donc là, il y a beaucoup de... C'est normal. C'est l'imaginaire du paléontologue là, qui agit. Pas seulement. Il y a vraiment un progrès. L'anatomie, la fixation des muscles qu'on n'avait pas dans les années 50. Alors, ce qui ne veut pas dire que du coup, on connaît la couleur de l'iguanodon. On ne sait pas. Là, c'est purement... Oui, bien sûr. Par contre, sa forme, là, on ne peut pas nier qu'il y a un progrès. Tu vois, alors comment est-ce que je peux te le prouver? C'est très simple. C'est que, par exemple, la reconnaissance des visages humains sur un crâne de quelqu'un de mort, quand on connaît la photo de la personne en criminologie, on constate que les portraits robots faits à partir du crâne trouvé marchent.
donc ça marche. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut quand même considérer des progrès. Par contre, quand des scientifiques commencent à dire ils étaient rouges, etc., là, pour le coup, on doit être capable de dire pure hypothèse d'artiste. Absolument démontrable, mais une hypothèse, pourquoi pas? Parce qu'on voit bien des serpents qui, quelquefois, ont du rouge, du jaune, etc. Donc peut-être que ça marchait aussi pour ça. Mais c'est purement hypothétique. D'accord. Et du coup, ça m'amène à une autre chose qu'on oublie très souvent en science, c'est que deux théories contradictoires peuvent expliquer le même fait. On a souvent l'impression que comme on a réalisé des faits avec une théorie, la théorie est valide. Alors qu'en fait, ce qu'on peut prendre conscience, c'est que si je prends un seul même fait brut, deux personnes avec deux théories totalement contradictoires peuvent donner une explication de ce fait. Oui. Tu voudrais un exemple Oui, je veux un exemple. Je te prends par exemple l'alcool. Si tu prends l'alcool, aujourd'hui, on pense le monde d'une manière moléculaire, d'une manière atomique, et on fabrique de l'alcool en expliquant la fabrication de l'alcool avec la théorie moléculaire. Oui. Mais ceux qui ont commencé à fabriquer de l'alcool par distillation, les alchimistes musulmans au Moyen-Âge, eux, ils pensaient la réalité par les 4 éléments. Oui. Tu vois ? Et dans les deux cas, on fabriquait de l'alcool. Et dans les deux cas, on a deux théories parfaitement contradictoires pour expliquer le fait qu'on fabrique de l'alcool. Oui, il y en a une qui ne marche pas et une qui marche. Ah, pourtant, les deux marchent parce que les musulmans, avec la théorie des 4 éléments, arrivaient à fabriquer de l'alcool. Non. Tout comme nous avec la... Je dirais pas ça. Je dirais que l'alcool était fabriqué même avant les musulmans par Noé, ne serait-ce que ça. Oui, non, je parle pas je parle par distillation, je parle pas par fermentation. Et je veux dire ça, c'est ce qu'on appelle la praxis, c'est-à-dire l'action, même quand on n'a pas l'explication. Je dirais, ce n'est pas parce que ça marche et que notre explication est fausse que on doit dire que leur explication était vraie. Leur explication théorique était fausse, factuellement. Tu comprends? Ça veut dire que le mécanisme pratique peut parfois marcher alors qu'on n'a pas la bonne explication. Ouais, c'est exactement ce que je veux te dire là-dessus, c'est qu'en fait, le résultat pratique ne peut jamais affirmer qu'une théorie soit vraie. Alors que dans la plupart des gens avec qui j'ai parlé de ces choses-là, ils vont dire nos théories à nous sont vraies parce qu'on fabrique des avions, parce qu'on fabrique des satellites. Donc, si ce n'était pas vrai notre théorie, on ne pourrait pas fabriquer d'avions, pas fabriquer de satellites. Alors qu'en fait, c'est impossible de faire le lien entre un résultat pratique et une théorie. Il y a toujours un saut infranchissable. Une théorie fausse peut fabriquer des choses qui fonctionnent. Ça n'a rien à voir les deux, en fait. Oui, mais une théorie vraie, par exemple pour l'avion, avec tu sais, le rapport entre l'appui sur l'air, etc. Oui, bien sûr. Bon, eh bien là, à un moment donné, on voit bien que la science progresse. De même, les GPS, par exemple, qui sont les satellites qui sont au-dessus de la Terre, qu'on est obligé de régler tous les jours au niveau de leurs secondes parce qu'ils prennent du retard par rapport à notre temps. Ils démontrent que quelque chose est vrai, le temps est en rapport avec la vitesse relative des corps. Et ça marche, ce sont les calculs d'Albert Einstein. Eh ben, c'est ça justement ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que c'est pas parce que ça marche que c'est vrai. Il est possible que la théorie d'Einstein soit fausse de A à Z et ça changerait rien au fait que ça fonctionne les satellites et le système GPS. Et c'est pas parce que non plus il a de A à Z, mais un modèle qui va s'améliorer, je dirais plutôt. Eh ben, c'est ça que voilà, c'est exactement ça. La différence, c'est que les 4 éléments sont faux. Par contre, la gravitation de comment il s'appelle donc celui qui a inventé la gravitation, Newton, est vraie, mais elle ne rend compte que de l'observation à notre niveau. La théorie, par contre, plus profonde, quantique, rend compte davantage du phénomène jusque dans les microcalculs infinitésimaux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se sert plus de la théorie de Newton, puisqu'elle rend compte à notre niveau d'observation de manière très très claire de la gravitation, de l'accélération, etc. Eh ben c'est justement ça ce que je te dis, c'est que le problème, c'est qu'on va toujours nous présenter ça comme si c'était vrai, parce que ça fonctionne. Alors qu'en réalité, on ne peut jamais prouver une théorie par des faits. C'est pas possible. Un fait ne peut pas prouver une théorie. Aristote dirait plutôt la pensée n'est pas adéquate à la réalité qui est immensément profonde, mais notre pensée y tend, comme je te disais tout à l'heure. Donc, sachant ça avec humilité, finalement, le gros problème de notre débat, c'est quoi? C'est l'orgueil de la science. Oui, clairement. L'orgueil confond ce qu'Aristote appelait la vérité formelle dans notre esprit avec la vérité ontologique.
Les gens croient que parce qu'ils ont un modèle qui correspond, ils ont atteint la vérité, l'être des choses. Non, on ne peut pas l'atteindre, puisque même, ne serait-ce que ça, tu vois, ce petit bic-là, rien qu'un atome de ce bic-là dépasse la capacité de mon cerveau de le connaître. Tu vois, avec les électrons. Oui, bien sûr. Voilà. Alors voilà, cette humilité, en fait, qu'avaient inventé les philosophes de l'époque, hein, les philosophes grecs, l'humilité et la méfiance par rapport à soi-même nous réconcilieraient avec la science, s'il y avait ça. Il permettrait d'avancer plus loin. Je pense même qu'on pourrait prendre toute la science moderne, mais il aurait fallu qu'on la réduise à ce qu'elle est, c'est-à-dire à une simple étude des phénomènes et à un formidable pouvoir pratique. C'est-à-dire qu'elle va nous donner beaucoup d'accessoires, d'objets, de réussites, et elle va beaucoup nous permettre d'étudier les phénomènes. Mais en réalité, c'est qu'un champ tout petit de la science. Quand on prend par exemple la physique d'Aristote, on voit bien que l'étude des phénomènes, c'est vraiment une toute petite partie de sa physique. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je crois quand même qu'on ne reste pas au phénomène et au calcul. La science peut, en tout cas par la philosophie réaliste, atteindre un tout petit peu, quelque chose d'un tout petit peu de la nature des choses. Par exemple, sur toi, simplement toi, Antoine, je peux prouver, démontrer que tu as quelque chose de spirituel en toi. Et ça, c'est le gros problème avec les scientifiques modernes, hein, qui quelquefois sont tellement dans la quantité qu'ils n'arrivent plus à distinguer l'intelligence animale, qui est bloquée au niveau sensible, hein, attraper une proie, jouer, se sentir bien, survivre, etc., à un danger, et notre intelligence à nous, qui atteint tout ce qui est possible, y compris des vérités abstraites, au-delà de l'instant présent. Ils n'en sont plus capables. Mais tu vois, en disant que toi, Antoine, tu as une intelligence spirituelle qui ne peut pas s'expliquer seulement par ta matière, même si elle se sert sans arrêt de ton cerveau, j'approche quelque chose de plus qu'un phénomène. Je ne fais pas que décrire un phénomène, j'approche à une cause. C'est donc que tu as en toi un principe de vie qui est spirituel. Alors là, le coup que j'appellerais l'âme, mais je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça je suis d'accord. Je suis d'accord. En quoi elle est faite, qu'est-ce que c'est qu'un esprit qui n'est pas fait de matière, qui survit après la mort. Ok, beaucoup d'humilité, mais quand même, je crois que, voilà, il faut aller plus loin. Qu'en penses-tu? Je pense que sur ce domaine-là, en réalité, il n'y a que sur ma propre personne que je peux avoir des certitudes. C'est-à-dire que même si je devais démontrer, toi, ta réalité spirituelle, en fait, comme tu es extérieur à moi, je ne pourrais jamais l'atteindre et je ne pourrais jamais être sûr même que tu existes réellement. Si ça se trouve, tu es une pure invention de mon esprit ou ça se trouve, tu es un hologramme, même si c'est des pures hypothèses. Je ne pourrais jamais atteindre ta réalité à toi. Tu me dépasses totalement. Tu vois ce que je veux dire? Là, moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est la théorie, effectivement, de Kant, hein, et qu'il a développée comme ça. Et je pense que non, nos sens atteignent, au moins par le jugement d'existence, ce bic qui est devant moi existe. Et comment est-ce qu'on peut s'en persuader? Ben, simplement, quand tu conduis en voiture, il y a un acte de foi, mais un acte de foi réaliste. Quand tu es en voiture, qu'il y a une voiture qui arrive en face, commence pas à te dire, je ne peux pas prouver qu'elle existe, etc. Oui, bien sûr. Non, mais parce que dans la vie quotidienne, on n'a pas besoin de se poser toutes ces questions. C'est-à-dire que là, mon ordinateur qui est devant moi, je n'ai pas besoin de savoir s'il existe ou pas pour m'en servir. Mais si je pense au plus profond de mon être, toute la réalité extérieure à moi, je ne peux pas être sûr qu'elle existe réellement. Et je crois que si on prend Saint-Augustin, c'est ce que Saint-Augustin nous disait. La seule chose dont je peux être sûr, c'est que moi, j'existe. C'est la première chose dont je peux être sûr. Tout le reste, ça se trouve, ça peut être qu'une illusion. Oui, mais là-dessus, je ne te suis pas. Je te suis pas. Non, vraiment, hein, je ne te suis pas. Je pense que c'est ce qui a fichu la philosophie dans le marasme où elle est actuellement. Et par contre, qu'a fichu la science dans le réalisme. Parce que la science a toujours refusé ça. Quand il y a un fait qu'elle constate, elle s'y soumet. Et c'est que sa théorie ne va pas. C'est ça le réalisme. Mmh. Ouais, je pense pas que ce soit ça, justement, le réaliste. Moi, je pense que le phénomène, on peut le dépasser, mais d'une autre manière. Je pense que en fait, toute la réalité qui est extérieure à nous, qui est du domaine sensible, qui est du domaine du phénomène, on doit la dépasser par la métaphysique, justement. Parce que la métaphysique va au-delà du phénomène. Par exemple, on parlait d'Aristote. Aristote va nous donner la différence entre la physique et la mathématique. C'est que la mathématique va abstraire la réalité de la matière. Mmh. Et comme on abstrait la réalité de la matière, là, on obtient la certitude. Parce qu'en mathématiques, on a la certitude. Ce qu'on n'a pas en physique, parce que la physique est constamment liée à la matière. Oui. Et la matière, c'est la puissance, et la puissance n'est pas connaissable en soi. Et donc, tout ce qui a un côté matériel a une partie inconnaissable. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas grave, puisque ton réalisme consiste à l'admettre.
tout en n'allant pas trop loin, puisque toi, tu vas un peu trop loin, je trouve. Et c'est ça, le problème, c'est le juste milieu. Qu'on sache qu'on ne peut pas connaître, il y a une partie inconnaissable dans les corps matériels, ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie connaissable. Justement, je pense que la partie connaissable, c'est celle qu'Aristote avait identifiée comme étant la forme, et que la forme, elle est justement au-delà du phénomène. C'est-à-dire que le phénomène en soi, il m'est parfaitement inconnaissable. Je ne peux pas savoir l'origine du phénomène. Mais la forme, celle-là, je dépasse le monde du phénomène pour atteindre une réalité suprasensible. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui permet d'accéder justement à la substance. La véritable science, elle se fait sur la substance, elle ne se fait pas sur la matière. Non, je pense que la science, c'est tout ce qu'atteint le réel. Et donc, comme la matière fait partie du réel, le phénomène extérieur, la matière, mais aussi la substance, la science doit parler de tout cela. Pour moi, je suis beaucoup plus ouvert. Voilà. Non, je reconnais d'ailleurs que la science moderne fait partie pour moi de la philosophie réaliste. Hein. Elle dit quelque chose, effectivement, uniquement sur la matière, quantifiable, mais elle dit quelque chose. Le problème, c'est quand elle s'exalte et qu'elle dit « je dis tout ». Tu vois? Mais de même, dire que on ne pourrait pas atteindre l'essence des choses par, je dirais, par déduction, hein, ou par induction peut-être, c'est-à-dire à partir des effets remontés à la cause, c'est peut-être exagéré aussi, mais enfin c'est un détail là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on a terminé à peu près sur ce débat par rapport à ça, ou est-ce qu'il y a d'autres exemples que tu voudrais aborder? La dernière chose que je voudrais aborder, c'est justement sur la notion de matière. C'est que j'ai l'impression que la science moderne a complètement perdu la notion de matière. C'est-à-dire que la matière, pour les anciens, jusqu'à même Thomas, Aristote, ou tous ces gens-là, la matière, c'était le réceptacle de la forme et c'était la puissance. C'est ce qui représentait la puissance. Okay? Et saint Thomas dit dans son commentaire de la physique d'Aristote, par exemple, que les anciens ont toujours cherché une matière seconde comme matière première. C'est-à-dire qu'ils ont mis l'eau comme base de tout, le feu comme à la base de tout, et ils ont à chaque fois pris une matière seconde pour la matière première, ce qu'il appelle la materia prima. Oui. Et je pense que c'est exactement ce que fait la science moderne. Elle a pris une matière seconde pour la materia prima. C'est-à-dire qu'elle va chercher à chaque fois un élément qui serait à la base de toute la matière. Donc à la base, ça a été l'atome. On s'est rendu compte que c'était faux. Donc après, ça a été les protons, les neutrons, les électrons, toutes ces choses-là. Et on s'est encore rendu compte que c'était faux. On va plus loin. Et je crois aujourd'hui, on est dans le délire des bosons, je ne sais plus comment on dit, des choses-là. Et en fait, ça, des cordes, etc. Oui. Oui, voilà. En fait, ça, à chaque fois, c'est des matières secondes. C'est pas la materia prima. Tout à fait. Mais le problème, c'est que regarde, la matière n'existe pas sous forme de matière première. Elle existe toujours sous forme de matière liée à une forme. Exactement. Donc, ça veut dire que chercher la matière première, c'est-à-dire une matière informelle, eh bien, c'est impossible, c'est une abstraction de l'esprit. Complètement. Dès le départ, tout est ensemble, forme-matière ensemble, et c'est notre esprit qui distingue les deux. Même la lumière, par exemple, certains disent que finalement tout est fait de lumière cristallisée. La lumière elle-même a une forme. Oui, bien sûr, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand tu parles à un scientifique ou un physicien de la matière, il va être persuadé que le tableau périodique des éléments, par exemple, c'est la matière. Donc, il a confondu la matière avec les éléments, en fait. Oui, je suis d'accord. C'est un niveau de la matière, un niveau d'organisation. Exactement. Effectivement. Mais je pense que les grands scientifiques en sont conscients. Hein. Ils le savent parfaitement. C'est pour ça qu'ils vont plus loin. Et à chaque fois, c'est un niveau d'organisation différent. D'ailleurs, ça serait fantastique si on pouvait se déplacer par esprit au niveau des atomes, parce qu'on verrait que les lois sont tout à fait différentes de celles de notre niveau d'observation. On sait que c'est un niveau d'observation, ce qu'on voit. Que le monde, par exemple, ce stylo, il est en fait plein de vide. Mais c'est encore bizarre de dire ça. Quand on parle du vide, c'est une façon d'en parler à notre niveau d'observation, parce qu'on considère le plein comme étant palpable. Exactement. Voilà. C'est pas du vide, c'est simplement des ondes. Et les ondes, je pense que là, oui, on atteint une autre erreur aussi, parce que justement, quand on étudie la physique d'Aristote, il nous montre bien que le vide, c'est une impossibilité. Ça ne peut pas exister, le vide absolu. Oui. Et pourtant, quand tu parles avec un physicien, il va te dire que l'univers est rempli de vide. Alors que si tu prends conscience de ça, le vide, ça ne peut pas exister, c'est impossible. Si on en parle avec eux avec profondeur, ils comprennent très vite. Par exemple, je t'avais dit la confusion qu'a fait Stephen Hawking entre le vide quantique qui donne
qui fait apparaître des particules comme ça, là où il n'y en avait pas, et la confusion qu'il fait avec le néant, qui lui permet de dire le Big Bang a pu apparaître tout seul à partir du vide quantique. Non, c'est une confusion de base là qu'il fait, mais qui est une confusion de philosophie, en gros, hein, puisque le néant, c'est l'absence totale de matière, donc de temps, donc de lieu, donc de cause. C'est rien. Le néant, c'est un concept dans l'esprit pour signifier absence totale d'être. Donc, là où il y a le néant, il n'y a rien. Oui, c'est même, je ne sais pas si tu sais, c'est même un des noms qu'on donnait à Dieu dans la scolastique. Le nihil, c'était le nom pour qualifier Dieu. Comme Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut penser, il était d'une certaine manière un néant. Enfin bref. Oui, mais c'était plutôt nihil du côté de notre connaissance. Oui, c'est ça. Lui, c'est l'inverse, c'est l'être, Oui. éternel, puissant, etc. Et C'est intéressant, oui, tout à fait. As-tu un autre sujet à aborder, peut-être? non. Donc, si tu es d'accord, c'est un débat très intéressant. Il faut que, on va le poster, hein. On a évidemment abordé beaucoup de choses, mais je conclurai pour ma part, et après je te laisserai conclure, que finalement, les pères et notre père Socrate a tout inventé. Quand il a dit que la philosophie avait deux yeux, c'était comme un hibou, c'est-à-dire il ne voit pas le jour, il ne voit que la nuit, et qu'il a deux yeux, le premier s'appelant la soumission à un maître qui s'appelle le réel. Le réel est ton maître, pas d'autre chose. Et deuxièmement, le deuxième œil, la méfiance par rapport à sa propre connaissance, à sa vanité de connaître. Parce que tu ne peux pas connaître le réel entièrement tellement il t'échappe. Si ces deux yeux sont ouverts, sans exagérer, parce que si on en exalte un en oubliant l'autre, on tombe dans une erreur. Si tu exaltes la connaissance du réel, tu prétends maîtriser, tenir le réel par ta science. Mais si tu exaltes l'humilité devant ta connaissance si faible, tu finis par dire je connais rien. C'est les deux extrêmes qu'on voit dans la scolastique d'un côté décadente et de l'autre côté chez Kant. Voilà. Ouais. À toi, je te laisse conclure. Oui, justement pour conclure, je pense qu'en fait le moyen de sortir de cette critique que je fais de la science moderne, c'est de revenir à la métaphysique. Et je pense que justement la métaphysique, c'est vraiment le domaine de la connaissance dans lequel on peut atteindre la certitude. Et on verra peut-être ça une prochaine fois, mais notamment le fait que c'est à partir de Kant et des philosophes comme ça qu'on s'est mis à abandonner la métaphysique comme une connaissance impossible, et que du coup, la plupart de nos contemporains se concentrent uniquement sur le domaine corporel, le domaine matériel. Alors que je pense qu'il est possible d'accéder à de très hautes connaissances en métaphysique et vraiment un savoir gigantesque qui nous attend si jamais on prenait la peine de revenir à cette étude-là. C'est vrai, c'est vrai. Ça, moi, je l'ai vu. Hein. Je passe actuellement une agrégation de philo. Je suis stupéfait. Dès que je dis, mais quand même, notre maître, c'est le réel, ils me disent, mais est-ce que le réel existe? Et tu peux pas, c'est un autre monde. Ils fonctionnent vraiment. Leur première autorité, c'est des textes, alors que c'est la dernière autorité en philosophie. La première autorité, c'est le livre de la réalité en philosophie. Non, ils fonctionnent dans des livres où tout a été dit et l'inverse de tout. C'est une véritable crise de la philosophie. Je pense aussi, oui, je pense. Merci Antoine, c'est vraiment bien. Voilà. Merci à toi. Je pense qu'on peut la poster, cette vidéo.